Et oui, les amis, qui a dit que LVMH et Stellantis étaient morts? Et surtout LVMH, LVMH qui nous a fait plus 9,88% hier et qui aujourd'hui nous fait encore plus 3%. C'est quoi cette dinguerie? Merci beaucoup, ça fait du bien à mon oseille, à mon portefeuille PEA. Bienvenue sur Metadoc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je te montre ça tout de suite. Comme je vous le disais, LVMH, l'une de mes plus belles valeurs, si ce n'est pas ma plus belle valeur, elle est en train d'exploser, hein. Merci la Chine qui a abaissé ses taux. Donc il y a aussi bien sûr Kering et Hermès qui ont profité de cette bonne nouvelle. Donc ils ont pris aussi 8 et 9% hier, il me semble. Donc là, comme on peut le voir, il y avait le gros support à 642. Enfin, c'était une résistance puisqu'on était en dessous, tout simplement. Et puis, paf, on l'a franchi, mais puissamment. Et puis, on a cassé la deuxième résistance à 665. Donc là, on a cassé en gros deux résistances d'un coup. Enfin, vraiment, truc de dingue. Donc là, la prochaine résistance, c'est ça en fait. C'est ça que je voulais vous faire partager. Voilà, 725,8. Ce que j'ai trouvé sur d'autres sites comme Zone Bourse qui affichait 760 et quelques. Moi, je retiens surtout ça parce que vous voyez, il y a quand même une congestion qui s'était faite ici courant juin, juillet 2024. Donc voilà, il y a sûrement des gens qui vont prendre des bénéfices autour des 725 euros. Donc retenez bien que la résistance de LVMH, la plus probable, c'est 725 euros. Bien sûr, on va pas atteindre 725 euros aujourd'hui, mais voilà, dans les jours, semaines à venir, c'est la cible qui est visée prochainement. Et bien sûr, hein, on est à l'achat, vous pouvez regarder où vous voulez, là c'est achat fort, hein, la preuve, hein, voilà, c'est sorti puissamment, les volumes, voilà, ils sont énormes, on est en train de monter en zone de surachat, si on prend la MACD, bah voilà, les deux creux, bah ils sont en tendance haussière, là il y avait une tendance baissière, donc il y avait cette divergence, comme je vous l'expliquais sur une de mes précédentes vidéos, là tout est vert pour LVMH, hein, sincèrement, au moins jusqu'à 725. Donc là, on est tranquille. Je rappelle également que LVMH est un des plus gros poids lourds, si ce n'est pas le poids lourd du CAC 40, hein. Donc, qui dit hausse forte de LVMH dit hausse forte du CAC 40. On va voir ça ensemble également. Me permet également d'afficher cette oblique qui était baissière, hein, depuis son all-time high du 14 mars 2024 à maintenant. Et vous voyez, on l'avait franchi une première fois, là, c'était le fameux rebond du chat mort, comme disent certains analystes, ou pas. Et là, vous voyez, on l'a franchement dépassé. Donc là, on est tranquille pour un moment sur la valeur de LVMH, hein. Également assez content puisque dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de trois valeurs qui me paraissaient intéressantes. C'était Accor, Capgemini et Essilor-Luxottica. Et ben Accor est toujours en train de monter. Donc là actuellement, elle prend 0,87%. Donc on est à 40 euros et 38 centimes actuellement. Capgemini, nous sommes, alors attendez, je regarde. Hop. Capgemini, nous sommes à 197 euros et 45 centimes. Elle est en train de prendre 1% aujourd'hui. Donc je vous disais, voilà, voilà, c'est des valeurs très intéressantes. Et enfin, Essilor Luxottica prend 0,67% aujourd'hui et elle cote actuellement à 210 euros. Euh, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ce petit sourire. Eh bien, tout simplement parce que j'ai envie de parler de Stellantis. Stellantis, saucisse ou pas saucisse? Eh bien, elle est en train de rebondir, franchement, enfin, enfin, voilà. Donc, on avait un support autour finalement, bah, le support majeur était autour des 13,50 €. Donc je rappelle qu'elle lâche un dividende de 1,55 € et que bah on n'était pas très serein en tant qu'actionnaire Stellantis puisque il y avait cette histoire d'airbag, cette histoire de moteur PureTech, cette histoire de stock, enfin qui avait du mal à Stellantis avait du mal à écouler leur stock aux États-Unis, sans compter notre ami Carlos Tavares qui préfère s'occuper de son vin à Porto en roulant en Nissan
Oui, ça a été passé sur turbo. Euh, voilà, plutôt que rouler en un des véhicules Stellantis. Donc voilà, pas très rassurant. On parle d'un éventuel remplaçant de Carlos pour 2026, voire avant. Moi, perso, le fait que Carlos s'en aille ou reste, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que bah, l'action, elle remonte. Et surtout, comment on fait pour que l'action, elle remonte? Il faut que des mesures soient prises au sein de la société. C'est en train d'être le cas, hein. C'est pour ça que je suis quand même actionnaire de Stellantis, c'est que voilà, je suis pas défaitiste là-dessus, hein. Alors je vous recommande pas de l'acheter, hein, surtout pas. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça n'engage que moi. Néanmoins, là, il y a un rebond, c'est de nouveau à la hausse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait quelques jours que c'est de nouveau vert, donc c'est vraiment un bon signe. C'est pas juste comme en août où c'est remonté temporairement de quasi 1 euro et puis c'est redescendu subitement. Là, il y a quelque chose qui se reconstruit, donc c'est plutôt une bonne chose pour Stellantis. Pourquoi j'y crois? Bah, c'est un peu comme les gens qui sont actionnaires de Tesla, et ben ils croient aux prévisions enfin aux idées, on va dire aux guidance de la société. Voilà, Tesla par exemple, moi c'est pas une valeur qui m'attire parce que elle est très volatile. Il suffit que l'autre il sorte une dinguerie sur son réseau social dont il est propriétaire, hein, X pour que ça monte ou que ça descende. Donc voilà, lui il avait parlé de voitures de robotaxi pour Tesla, ça a été repoussé. Voilà, mais pour ce qui est de Stellantis, hein, revenons à nos moutons, je parle de Stellantis, hein, pas de Tesla. Stellantis, bah, les projets, comment je les vois, bah, c'est de corriger leurs erreurs. Donc ça, c'est en train d'être fait. Donc ça, c'est bon. Ça y est, voilà, c'est en cours, c'est très bien. Ça, c'est une bonne chose. Vous allez me dire, mais c'est la moindre des choses. Et surtout, en fait, on n'en parle pas beaucoup, c'est Leapmotor. Ils sont actionnaires à 51% de Leapmotor. Leapmotor, je rappelle, c'est un concessionnaire chinois. Alors vous allez me dire, oui, mais s'ils vendent des voitures en Europe, ils vont être euh, taxés par les douanes puisque c'est chinois et que l'Europe taxe les produits chinois à juste titre, hein, comme les Chinois taxent nos produits français, notamment du luxe avec Louis Vuitton. Euh, eh bien, en fait, ils sont en train de voir comment faire pour construire des voitures Leapmotor en Pologne ou en Slovaquie. Dites-moi en commentaire si c'est la Pologne ou la Slovaquie, j'ai un doute. Et voilà, mais je me fais pas de soucis pour Stellantis parce que s'ils ont envisagé cela, c'est que eux, ce sont des vrais joueurs d'échecs. Ils ont déjà anticipé plusieurs coups d'avance et c'est ce qu'on leur demande, hein, c'est tant mieux, hein. C'est pour ça qu'ils sont à la tête de ces grandes entreprises mondiales, milliardaires. Voilà, donc là, on va regarder ensemble la courbe de Stellantis, hein, pour justement retrouver des éléments objectifs en faveur ou en défaveur du titre. Sur ce graphique journalier, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on va tracer l'oblique ensemble, donc du all-time high. Voilà, on va la passer là où il y a le plus de... Ça paraît le plus cohérent. Euh, ouais, ici, ça me paraît plutôt bien. Donc, vous voyez, donc cette tendance baissière de moyen terme, le rebond du chat mort pour certains, donc au mois de juillet, un autre, on va dire, au mois d'août. C'était surtout celui du mois d'août qui était qui était exprimé comme un rebond du chat mort, parce qu'il y avait beaucoup de titres qui étaient concernés par ce rebond. Voilà, j'ajuste un peu l'échelle, et là, on peut voir qu'il y avait ce support majeur, voilà, aux alentours de 13,8 euros. Finalement, voilà, il s'est décrit plus bas autour des 13,42 € le support. Et vous voyez, on vient de passer de l'autre côté de cette oblique baissière. Alors, est-ce que c'est comme les fois précédentes? Alors là, on l'avait pas franchement dépassé. Là, on l'avait franchement dépassé en juillet. Je pense que là, cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça fait un moment qu'on oscille autour de cette résistance proche des 14 euros. Et vous voyez, aujourd'hui, on cote actuellement à 14,40 €. Voilà, plus 3% aujourd'hui.
Donc c'est une très bonne chose. Donc la résistance prochaine, voilà, hein, faut pas être naïf non plus. La résistance prochaine est autour des voilà 15,19 €, hein, comme c'est affiché sur ProRealTime. C'est ProRealTime qui l'affiche. Et la prochaine proche des 20 euros, là, 19,84 €. Ça va être long hein, pour remonter jusqu'à 20 euros. Hein, donc voilà, moi je reste long terme sur le titre. Hein, je suis pas du tout pressé. Donc voilà, ça reste quand même une entreprise qui génère des bonnes marges, hein. Voilà, c'est surtout les déboires. Là, il y a eu de l'excès, hein, clairement, il y a eu de l'excès. Mais voilà, on a recorrigé. Et si on revient sur la tendance de long terme, euh, voilà, bah tiens, il y a un trait qui se fait là. C'est qui l'a fait? C'est moi? Ouais, c'est peut-être moi qui l'ai fait à l'époque. Voilà, bon. Donc vous voyez ce trait que je vous grossis un peu pour que ça soit plus clair. Voilà, je le mets bien gros. Voilà, c'est ce gris. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez le Pro All-Time en blanc ou en noir. Il y en a qui n'aiment pas la luminosité du blanc, donc j'ai mis en noir. J'ai voulu tester. Moi, pour l'instant, ça me dérange pas. Mais je sais pas comment ça ressort pour vous. Vous me le dites en commentaire si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, c'est cette tendance haussière de très très long terme où voilà justement depuis 2020, depuis la crise Covid, voilà, on monte lentement mais sûrement. Et j'ai oublié une dernière chose qui me paraît importante. Je vous la mets avec ce carré bleu pour que vous la voyez. Cette zone-là, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez, donc là, il y a un creux, un autre creux. Le creux 1 est supérieur au creux 2, donc ça fait tendance baissière, on est d'accord. Et si on compare à la MACD, voilà, au même niveau, mince, excusez-moi, j'ai fait de bêtises. Je voulais, mince, il veut pas. Si, voilà. Désolé, voilà, le deuxième rectangle bleu, vous voyez, le creux 1 est inférieur au creux 2. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence. Et généralement, quand il y a une divergence, voilà, si la MACD est en tendance haussière par rapport au titre, c'est que probablement le titre va monter. Donc voilà, sans compter également la stochastique. Alors ça, je maîtrise, on va dire, un peu moins. Mais vous voyez la stochastique, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du RSI stochastique MACD. Hein. Je peux apprendre également de vos commentaires. Merci de votre soutien. Vous voyez, voilà, le titre, la stochastique, elle est au-dessus de sa ligne de signal. Et vous voyez, elle est à la hausse. Hein. Donc là, il y a encore tout ça à faire. Donc c'est pas mal. Après, vous voyez, en général, ça stagne un peu. Et puis après, ça va redescendre. Hein. C'est une sorte d'oscillateur. Donc ça aussi, pour moi, c'est en faveur d'une hausse du titre à court terme. Donc voilà, c'est une belle journée verte en bourse qui s'annonce, hein, faisant suite à la superbe journée verte d'hier. Hein. Comme vous pouvez le voir, là je vous l'affiche également. Voilà, je vous ai mis les différents indices. Donc le TF CAC 40 d'Amundi, il est dans le vert. Le TF India, il est dans le vert. Le TF World est dans le vert. Le SP 500 également. Le Bitcoin aussi. Le futur aussi. L'indice CAC 40 ainsi aussi, pardon. Il y a juste, voilà, il faut tenir compte sur ce que je vous montre que le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500, ils n'ont pas encore débuté aujourd'hui, mais hier, ils ont terminé dans le vert. Et donc, si tout est vert, c'est que mon portefeuille aussi devrait être vert, hein? Et ben voilà, je l'ai quand même pas mal modifié mon portefeuille PEA depuis la dernière fois où je vous l'ai décrit, où ça faisait pile un an. J'ai profité de ces soldes, hein, comme je vous expliquais sur mes dernières vidéos, il y avait des choses à faire, hein, il y avait des opportunités, hein. Voilà, faut pas toujours attendre un crash comme un Covid. Voilà, ça arrive une fois tous les 10 ans. Là, c'était les fameux soldes annuels, hein, donc comme pour les fringues, c'est pareil. Il fallait regarder attentivement. C'est pour ça que je vous avais fait des vidéos sur l'ensemble des valeurs du CAC 40, justement pour déterminer des points d'entrée éventuels. Hein. Vous pouvez toujours les regarder hein, pour voir effectivement les supports et résistances. Hein. C'était il y a quelques jours, donc ils sont pour moi encore valables. Il y a certains titres qui n'ont pas encore corrigé. Hein. Elles sont pas toutes vertes hein, dans le CAC 40. Il y en a qui sont en train de corriger maintenant, hein, comme les valeurs défensives, comme Orange, tout ça. Donc je vous laisse regarder mes vidéos en description. Hein. Donc c'est là celle où je parle des soldes. Voilà, ce sont les vidéos d'il y a 2 semaines maintenant.
Je pense qu'elles seront enrichissantes pour vous si vous êtes intéressé par les 40 valeurs du CAC 40. Et concrètement, en ce qui me concerne, qu'est-ce qui a changé dernièrement? Eh ben, je vous montre cela tout de suite. Donc ça, c'était mon portefeuille que vous connaissiez avec les dernières données. Donc comme vous pouvez le voir, Air Liquide, finalement, je suis à presque 18%, 17,91. Bourse Direct, 7,32%. Vous voyez, en septembre 2024. 8,57%, excusez-moi. Energis, bon, c'est ma saucisse, j'en parle pas. EssilorLuxottica, 13,46%. L'Oréal, vous voyez, légèrement négatif au début septembre, et puis maintenant, voilà, 5,9%. LVMH, pareil, j'étais descendu quasi à moins 8%, et maintenant je suis à plus de 4% de plus-value sur LVMH, hein, qui est une de mes plus grosses valeurs. Mon ETF PE 500, voilà, je suis à 10,09%, comme vous pouvez le voir ici. L'ETF sur l'Inde, plus de 30% actuellement, 30,9%, c'est énorme. Stellantis, vous voyez, voilà, elle était à moins 34% et maintenant elle est à moins 32%. Total Energy, j'ai renforcé un petit peu. euh, voilà, donc je suis exactement à 0,46% et puis la baisse hier, notamment liée au cours du pétrole, hein, du Brent. Mais ça, c'est que temporaire, donc je suis pas du tout inquiet. C'est une valeur, on va dire, plutôt défensive pour moi. Vetoquinol qui, voilà, a publié ses résultats dernièrement, c'est pour ça que ça a pas mal baissé. J'en ai pas beaucoup dans mon portefeuille, donc voilà, je lui laisse une seconde chance, on va dire. Et Vinci qui, voilà, qui monte lentement mais sûrement. Vous voyez, actuellement, je suis à 3,78%. Je reviens également sur mon ETF répliquant le SP500. Donc là, c'est celui d'Amundi que vous voyez à plus de 10%, que j'avais switché, enfin que j'avais remplacé, c'est celui que j'avais pris en remplacement de mon ETF World EWLD. Et j'en ai pris un autre. Je vous le montre tout de suite. C'est celui-là, donc le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EC. Donc son petit nom c'est ESE. Vous voyez, donc là, c'est la courbe sur, sur un an. Donc, vous voyez, elle réplique la performance du S&P 500. Alors, pourquoi celui-là plutôt que celui de Amundi? Tout simplement parce qu'il a 0,12% de frais de gestion annuels, ce qui est nettement moins cher que celui de Amundi, hein, 2 à 3 fois moins cher que celui d'Amundi. Donc, voilà pourquoi j'ai cette préférence, sachant qu'il fait la même performance. Bon, je suis rentré hier, hein, donc c'est pour ça que je vous montre pas la courbe de mon portefeuille là-dessus. En tout cas, je suis rentré massivement et vous allez me dire, bon, pourquoi t'es pas rentré plus tôt, hein, pourquoi t'es pas rentré là? Parce que personne savait que ça allait se crasher le 5 août, enfin ce mini crash. Pourquoi je suis pas rentré là? Bah parce que j'étais en vacances tout simplement et donc j'ai fait de mauvais calculs. Je pensais que ça allait descendre un peu plus bas, aux alentours des 24 euros. Donc je suis rentré par là. Voilà. Donc là pour l'instant je suis à 0, voire moins 0,2%. Mais je suis pas inquiet, hein. La tendance de long terme, elle est haussière. On parle du S&P 500, on parle d'une partie des retraites des Américains. Donc voilà, vous verrez dans quelques mois, vous verrez l'indice S&P 500 qui est actuellement à plus de 5 700 points. Il va aller aux 6 000 points, je suis tranquille. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on est entré dans un cycle de baisse des taux directeurs, que ce soit pour la BCE, que ce soit pour la Fed, que ce soit même pour la Chine, hein, comme on a pu le voir dernièrement. En tout cas, voilà, les baisses des taux directeurs égale bonne nouvelle pour les investisseurs en bourse, notamment actions. Moins bonne nouvelle pour les obligations. Donc, je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Quand les taux montent, eh ben, les gens s'orientent plus vers les obligations. Et quand les taux baissent, les gens s'orientent plus vers les
actions. Voilà. L'inflation, je rappelle, elle est l'ennemi numéro un de tout le monde et des actionnaires. Pourquoi? Parce que quand l'inflation elle monte, on l'a bien vu, eh bien, les taux directeurs sont relevés, l'argent coûte de plus en plus cher, les investisseurs ont plus de mal à emprunter de l'argent auprès des banques pour ainsi se développer et générer de la croissance. Donc là, voilà, on avait un cycle de 2022 à maintenant qui était de hausse, hein, même de 2020. Hein. Je rappelle que la Fed avait augmenté ses taux directeurs de mars 2020 à maintenant, et donc c'est en train de baisser enfin. Hein. Donc voilà, donc c'est une très 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 bonne nouvelle. La politique, ça va pas changer grand-chose aux États-Unis. Le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Russie, peut-être un peu, notamment sur les matières premières, je le rappelle. Voilà, vous voyez que l'or continue de monter. Euh, le pétrole baisse, mais on connaît les pays exploitateurs du pétrole. Eh ben, ils ont l'habitude de jouer sur le cours. Hein. Ils vont diminuer leur production pour faire remonter le cours du pétrole, hein, comme d'habitude, mais c'est une tendance haussière de long terme, le pétrole, je le rappelle, donc je suis pas inquiet là-dessus pour ma valeur Total Énergie, qui, je précise, n'est pas investie que dans le pétrole, hein, elle est aussi dans les énergies renouvelables, hein, elle a fait plein d'autres choses. Elle se renforce en plus aux États-Unis, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, on entame un cycle de bonnes nouvelles euh, sur le marché action. Donc peut-être que le rallye de fin d'année, il a déjà commencé, peut-être qu'il faut pas attendre Halloween. Néanmoins, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'il faut investir, commencer à investir en bourse? Eh ben, la plupart vous diront, il fallait commencer hier. Hein. Vous prenez LVMH il y a 10 ans, ben c'était une aubaine là. Vous aurez été millionnaire. Pareil pour Nvidia, pareil pour Microsoft, Meta, etc. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, à partager, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé des valeurs que j'ai décrites, de l'affichage de Prime Time en noir plutôt qu'en blanc, de ce que tu détiens en portefeuille, de ce que tu penses de mes ETF. Donc j'ai renforcé, je précise que j'ai renforcé mon portefeuille en ETF massivement parce que voilà, c'est quand même plus rassurant. Ça m'évite de faire tous ces calculs. Hein. Les ETF, voilà, les gens investissent en DCA chaque mois des sommes allant de 100 à 5000 euros, voire plus pour les plus riches d'entre nous. Euh, et donc, c'est ce qui contribue notamment à la hausse constante et au maintien de ces ETF. Hein. Quand vous prenez le CW8 de Amundi qui justement coûte plus de 500 euros et qui n'a pas été splitté, eh ben c'est la galère pour certains. C'est pour ça que la plupart s'orientent vers des ETF qui coûtent moins cher, notamment le EWLD d'Amundi qui cote autour de 31 euros actuellement, il me semble, ou sur l'ETF PE 500 qui cote autour des 42 euros, ou comme je viens de le faire, l'ETF de BNP sur le PE 500 qui cote autour des 26 euros actuellement. Je suis serein, hein, ça va monter lentement mais sûrement. Je rappelle ceux qui comprennent pas la courbe qui est affichée sur Bourse Direct pour l'ETF de BNP sur le SP 500, on voit qu'à un moment donné, elle montait jusqu'à 112 euros ou 123 euros, puis d'un coup, paf, elle a coupé et puis elle repart là, elle a 26 euros. C'est pas un crash, c'est un split qui a été fait de l'ordre de 1 sur 12. Ça veut dire que l'ETF BNP en juin 2012, il me semble, a été splitté, a été divisé par 12. Donc la valeur de 123 euros, elle a été divisée par 12. C'est pour ça que ça donne une valeur aux alentours des 10 euros. Et donc, elle est passée de 10 euros en 2012 à maintenant. Mais c'est pour faciliter l'accès aux investisseurs tels que nous sur cette ETF. C'est la fin de cette vidéo. À plus pour de nouvelles aventures. Salut.